Bonjour à tous et merci d'être présents. Et merci à nos invités que je vais vous présenter très très rapidement. Enfin, ils vont se présenter même. Mais... Donc, nous avons Olivia Papini, Inoue, Atoyo, pardon, Inoue, qui sont de Epic, Tokyo Epic, je vais y arriver, pardon. Grégory Alain, qui va se présenter d'Alex. Stanislas Manco de Blue Spirit. Pierre Tessier de Waza, entre autres, puisque tu as plusieurs sociétés. Et mon ami Athan Soumache de... Ton ami, ça suffit, tu diras ta société, je me rappelle plus, t'en changes tous les jours. Il a 27 000 sociétés, je ne sais pas avec laquelle il est venu aujourd'hui. On va commencer donc par se présenter assez rapidement. Juste avant, je voudrais juste montrer un tout petit extrait de film qui est juste parce qu'on ne pense pas que l'IA puisse faire des choses comme ça. Donc c'est un film qui a été produit par Promis Studio, une société californienne, et réalisé par un réalisateur français qui s'appelle Guillaume Urbault. Et donc, je voulais juste montrer ça parce que, voilà, on se demande si ces choses-là sont faites en IA. On pensait que ça ne pouvait pas être fait en IA. Et voilà, on peut faire des choses qui sont assez différentes maintenant en animation. Juste, Olivia, commencez à vous présenter, toi et Inoue. On va passer d'ailleurs à une petite vidéo sur vous peut-être. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Olivia Papini, la country manager d'une société qui a été créée à Tokyo et qui s'appelle Tokyo Epic avec Hayato-san. Je vais lui passer le micro rapidement. Et donc, c'est une société qui a mis en place un concept pour créer des épisodes courts au format vertical et travailler essentiellement avec toutes les IP japonaises. Bonjour à tous, Joe Appel, Hayato de Tokyo Epic. We are the studio behind Pocket Anime and next generation anime ecosystem powered by AI. Right now, our focus is on production, creating AI-assisted short animations, and exploring new workflows. In December, we will open the Pocket Anime platform and masterclass so anyone can create and learn. We are not competing with anyone. We are building the space where the next generation of creators will emerge. Bonjour à tous, Grégory Alain, je suis le CEO de AlphaZ Productions. AlphaZ, c'est une société de production exécutive et aussi d'accompagnement, de mise en place de workflows de production, pas uniquement en animation. Et sur ces dernières années aussi, je dirigeais le studio Caribara Annecy et je travaillais avec Caribara Animation. Ouais, je suis déjà équipé. Mais bonjour, du coup, Stanislas Manco, je suis le directeur technique de Blue Spirit Studio. Donc un studio d'animation qui existe depuis plus de 20 ans maintenant et qui est basé à Paris, Angoulême et Montréal. Pierre ? Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Tessier, j'ai cofondé Waza. Donc Waza, c'est un studio tech où sur la partie studio, on va principalement faire de la prévise, aussi de la production finale donc pour l'animation. On va aussi développer des IP in-house. La première en date va sortir en 2026. Elle s'appellera Poop Society. C'est de l'adulte animation. Et en fait, en parallèle, on développe de la tech, car notre petite particularité, c'est que nos workflows de production sont hybrides, c'est-à-dire qu'ils mélangent dessin à la main, beaucoup d'IA et un petit peu de 3D. Donc, en fait, on a décidé de créer l'outil qu'on aimerait avoir, nous, en tant que studio, pour le mettre à disposition des autres studios. Et le premier outil en date qu'on crée, ça s'appelle Tada. Et le but, ça sera d'aller du script vers une scène finale, donc que ce soit pour la prévise ou la production finale modulo la qualité de rendu qu'on attend. Et voilà, donc en fait, on a deux activités, une partie studio et une partie vraiment développement tech. Ouais. Oui, bonjour, merci de nous accueillir, ravi d'être ici. Moi, je suis donc président de Magical Society, mais bon, j'ai fondé Media One Kids and Family et j'ai produit pas mal de choses depuis 30 ans. Je suis le plus vieux de la bande ici, donc ça fait 30 ans que je fais de l'animation. Peut-être avec toi, mais on va se concurrer. Donc non, voilà, je suis président de la commission animation du CNC aussi. Et évidemment, l'impact de l'arrivée de l'IA, évidemment, soulève, l'IA responsable, en tout cas, essayons de parler de ça, soulève plein de questions assez intéressantes. Évidemment, moi, en tant que producteur, qui ai financé beaucoup de films et beaucoup de séries sur les 30 dernières années,
dans des formats différents, qui a commencé avec la mocap et tout. Je dis toujours que pour ce qui est de la CGI, en tout cas, la CGI, c'est Computer Generated Image. Et donc, on sait de l'IA la plus lente du monde, hein, puisque nous, on part du script vidéo dans l'animation, sauf qu'on met 4 ans pour faire des films. Donc, si l'IA, quelque part, en gardant bien sûr une IA responsable et l'humain au centre des processus, peut nous permettre d'être plus compétitifs par rapport au monde du live action pour permettre de livrer des bonnes séries d'animation et des films d'animation dans des délais un peu plus courts. Je pense que c'est intéressant de regarder ça tout en gardant le processus créatif au centre des enjeux technologiques. Merci. Je voudrais savoir, justement, en commençant par exemple par toi, Greg, en quoi l'IA change, on va dire, l'horizon un petit peu de l'animation, en quoi ça change la façon de travailler, en quoi ça change les mentalités, en quoi ça bouge les choses, Alors, en quoi ça va changer, peut-être? ou en quoi ça va changer. Parce que tout le monde se pose beaucoup de questions aujourd'hui. En quoi ça va changer? On a plein de possibilités. Il faut parler aussi des différentes IA qu'on peut utiliser. Alors, l'IA, c'est bête de le rappeler, mais c'est un ensemble d'outils qu'on peut utiliser ou pas. Et puis, on peut parler de l'IA qui va générer des images, mais on va parler des IA aussi process. Donc déjà, dans les IA process, on peut fortement augmenter la productivité, améliorer le quotidien. Je pourrais peut-être revenir tout à l'heure sur 2-3 exemples précis. Et sur l'IA générative, après, ça va ou ça peut déjà changer, mais il y a beaucoup de questions. Il y a la question légale, qui est quand même au centre, de l'IP, de l'impact sur le RH. Je pense qu'on va en reparler tous. Et comment on peut l'intégrer de façon efficace. C'est des questions que se posent aujourd'hui. Moi, j'accompagne des petits, des gros studios, différentes structures, et pas que de l'animation, comme je le disais. Et tout le monde se pose beaucoup de questions. Certains le voient comme quelques process à améliorer en IA. D'autres veulent revoir complètement et faire table rase en proposant de nouvelles façons de produire de l'animation. On est en train de construire ça en ce moment. Et puis, chacun à différents niveaux, avec différentes solutions. Il y en a qui tâtonnent, il y en a qui vont plus vite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir partager. Ce qui est important, c'est d'être concurrentiel par rapport au monde, mais qu'on fasse évoluer les choses rapidement en France, parce que les autres avancent. Et on a besoin de se positionner vis-à-vis de cela. Stan, c'est quelque chose que tu partages dans ton studio, le fait que l'IA n'est pas encore là et que ça doit arriver, que ça va arriver? C'est déjà là, on le voit. Enfin, il y a plein de contenu qui est créé au travers de ces nouveaux outils. Je pense qu'on utilise le terme IA de manière un peu trop générale. Je pense que ça cache beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le grand public, n'importe qui est capable de créer des images qu'avant, seuls des studios savaient créer. Donc oui, en soi, ces outils-là sont déjà là. À quel point ça va changer la vie des studios? C'est un peu la question justement à laquelle on essaye de répondre. Et je pense que oui, ça va changer la vie. Comme tout nouvel outil arrive, il va forcément influer sur ce qui se passe. Après, nous, on regarde ça, on va dire, de manière attentive, mais précautionneuse. Il s'agit de ne pas être le nouveau Kodak, le nouveau Nokia qui se fait dépasser par la nouvelle technologie. Mais en même temps, il s'agit de respecter tous les enjeux dont on peut avoir parlé déjà peut-être au cours de la journée ici, mais bien sûr l'aspect juridique, l'aspect humain. Comment est-ce qu'on accompagne les gens qui sont aujourd'hui dans nos studios sur ces sujets-là mine de rien, des problématiques assez fonctionnelles. Nous, Blue Spirit, quand on va travailler sur une production, si on travaille sur une production jeunesse, c'est 52 épisodes de 10 minutes en général. Il y a une continuité des personnages, il y a énormément de défis techniques aujourd'hui sur lesquels ces outils-là ne sont pas forcément à la hauteur et il ne faut pas le négliger. Il y a un effet waouh qui est certain. C'est génial de voir les images qu'on est capable de sortir aujourd'hui. En attendant, réussir à avoir un haut niveau de cohérence sur plus de 520 minutes de show, c'est pas du tout la même chose. Et nous, en fait, on aborde les problématiques par ce biais-là parce que c'est notre quotidien. Aton, toi, tu abordes comment ça concrètement il y a dans tes productions aujourd'hui? Non, c'est vrai que... Ou dans tes futures productions? Oui, on y réfléchit. On discute avec Pierre aussi pas mal et on partage ça évidemment. J'ai vécu moi la transition. J'ai fait mes premiers films où il n'y avait pas de CGI. Et donc j'ai vécu cette transition-là de la CGI à l'époque où on disait que c'était des ingénieurs qui devenaient des artistes et qu'il n'y avait plus d'artistes après l'arrivée de la CGI. Il faut se rappeler qu'il y a quand même beaucoup de métiers qui ont disparu. Même donc, l'arrivée du numérique évidemment, mais l'arrivée de la CGI a ouvert. Moi je fais partie de la nouvelle vague numérique, comme on dit sur la CGI, puisque j'ai commencé par des films de motion capture, Renaissance, etc.
Et du coup, vraiment, ça a ouvert des nouvelles voies. Donc, clairement, voilà, on a une révolution technologique, on ne va pas se voiler la face, on pourra l'appeler comme on le veut, c'est une vague qui vient dessus. Donc, comme on disait, autant un peu surfer dessus que de se la prendre en pleine figure. Donc, il faut qu'on la digère. Il y a évidemment des enjeux sociaux, évidemment, sur les emplois, sur les formations des écoles, des enjeux juridiques assez importants, sur le droit d'auteur, évidemment. Mais bon, voilà, je prends toujours l'analogie de la musique. Et vous savez, aujourd'hui, il y a en 1980, qui aurait cru qu'aujourd'hui, avec un clavier, je peux jouer tous les violons de la Terre, toutes les batteries de la Terre et tous les musiciens de la Terre, avec un seul instrument chez moi, et créer de la musique. Est-ce que la musique a été pour autant révolutionnée d'un point de vue artistique? Oui. Il y a le rap, le hip-hop, il y a un nouveau genre musical qui est apparu, mais enfin bon, voilà. Est-ce que tous les pianistes, tous les violonistes ont disparu? Non, il y en a quand même encore beaucoup qui le sont. Et pourtant, de chez moi, je peux jouer 1000 musiciens tout seul. Donc il y a une révolution musicale. La musique, en fin de compte, vous regarderez que l'industrie musicale aujourd'hui, il faut encore passer sur énergie. Il faut encore passer sur... il faut commencer à faire des concerts, il faut trouver une maison de disques qui vous distribue. Donc sur l'aspect industriel, parce que il y a 3 volets. Sur l'aspect du marché, ici, évidemment, vous êtes tous des techniciens. Mais si je me mets du côté du spectateur, au fond, un spectateur, le cinéma, c'est de la triche. Hein. Le cinéma, le réel, le cinéma, depuis qu'une locomotive est rentrée dans la gare de la Ciotat, filmée à l'époque à Aubagne, qui est diffusée en 1895, les gens se sont sortis de la salle, pensaient qu'ils allaient se faire écraser par une locomotive. Donc, clairement, le cinéma, c'est de la mystification. Donc, les IA mystifient, permettent de faire des images assez incroyables. Il y a bien sûr la notion d'auteur derrière ça, la responsabilisation, comment les moteurs, les algorithmes tournent sur quoi, etc. Mais en tout cas, ça vient. Moi, je pense que tant que les artistes et tant qu'on a des projets intéressants restent au centre du processus, il y a encore de l'avenir. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux, mais pour moi, à mon niveau, qui donc vit une 3e révolution de l'animation, je trouve ça hyper intéressant. Il faut le prendre avec opportunité, avec responsabilité. L'aspect juridique, quelque part aujourd'hui, là où je rejoins, je peux faire des films à la Miyazaki, mais enfin, je ne suis pas Miyazaki, c'est Miyazaki qui les fait. Je peux les faire dans des styles différents. C'est spectaculaire d'appuyer sur un bouton et de dire, tiens, je deviens Miyazaki moi-même. Enfin, je ne suis pas Miyazaki et c'est facile. Et ça s'appelle un truc qui s'appelle le plagiat. Et c'est facile à identifier. J'ai un plainte qui peint à la manière un musicien qui fait la musique de quelqu'un d'autre. C'est du bon sens, il a copié. Bon, il est sanctionné. Donc évidemment, les studios aujourd'hui hollywoodiens sont très inquiets. Il faut savoir que Netflix a sorti une charte IA assez intéressante à lire sur l'IA responsable, parce qu'évidemment, il y a des enjeux juridiques extrêmement lourds, mais voilà, ça va se régler juridiquement. Je ne pense pas qu'ici, à notre niveau, juridiquement, on puisse faire quoi que ce soit. Ils vont trouver des solutions. Le sample musical a été l'énorme scandale des années 90. Aujourd'hui, vous avez les plus grands DJ du monde qui pillent la musique de tout le monde, sauf que c'est régi juridiquement avec des droits d'auteur qui sont distribués. On trouvera certainement la solution là. Donc voilà, donc maintenant, c'est vrai que les pipes sont en révolution, les fabrications, mais il faut rester des bonnes histoires avec des bons talents derrière. Ça reste une constance. Pour ceux qui sont déjà lancés dedans, c'est-à-dire vous, Olivia, et Toyo, et toi, Pierre, qu'est-ce que ça change? Donc vous avez, on veut dire, franchi le pas d'une certaine manière. Et qu'est-ce que ça change par rapport à la façon dont on envisageait avant, ou dont vous envisagez avant le métier d'animation, Pierre? Alors, moi déjà, je vais parler pour moi. Je suis venu à l'animation par l'IA. Et ça, c'est un premier point qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'IA et donc la technologie, comme Unreal a pu le permettre, a permis l'accession à la production à une nouvelle catégorie de créateurs. Déjà. Deuxièmement, sur l'aspect, on parle beaucoup d'IA. Moi, je ne suis pas un IA maximaliste. Et c'est-à-dire que, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir appuyer sur un bouton et faire un film. Moi, c'est pas du tout mon propos et ça m'intéresse pas du tout, même. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de remplacer des briques dans la production classique pour accélérer, par exemple, une production, pour la rendre plus simple, etc. Mais en aucun cas, appuyer sur un bouton et laisser l'IA, par exemple, imaginer. Et par exemple, sur l'aspect écriture des scénarios, des scripts, des storyboards, ça, c'est encore un travail, nous, perso, qu'on conserve de manière complètement traditionnelle. Donc, je pense qu'il y a ces deux questions-là. Il y a l'aspect, l'IA a permis et va permettre des vagues et des vagues de créateurs qui ont potentiellement du talent et aussi beaucoup de merde, parce que il y a 99% de la production IA qui va être
profondément pourri, quoi. Mais parmi ça, il y aura peut-être 1% de choses que ça va faire émerger positives, quoi. Et voilà, ouais. Donc, Ayato, comment vous êtes rentré directement dans la production avec de l'IA? ありがとうございます。そうですね、皆さんのお話とても興味深かったです。Donc, merci tout le monde. J'étais très intéressée par tous vos témoignages. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce que j'en pense aujourd'hui. 本格的に AI を使ってアニメーションを作ったのは、1年ぐらい前からです。Donc, ça fait 1 an qu'il a commencé à faire l'animation, de l'animation avec IA. おっしゃる通り、アニメーション、AI で作るとなると、1年ぐらい前までは、キャラクターの顔が、統一性がなくて、もうアニメーションを作ろうとしてもなかなか作れなかったです。Donc, jusqu'il y a 1 an, même fabriquer la tête de personnage, c'était très difficile de faire uniforme partout. Donc, en fait, c'était ce genre de choses qu'il a pu utiliser IA efficacement. しかし、もう今現在はですね、もうキャラクターの統一性っていうのはもうほぼ統一性がある状態です、今は。Mais jour d'aujourd'hui, il trouve que homogénéité le visage de caractère est devenu vraiment compétent. Donc, il trouve qu'il y a vraiment l'intérêt de travailler avec IA dans certaines choses. ですので、AI を使ってアニメみたいなことはできます。Donc, je peux vous dire qu'on peut faire quelque chose qui ressemble à un film d'animation traditionnel. Oui, on peut le faire. しかし、おっしゃる通り、やっぱり脚本だったりとか、コンテとか、そういったものに関しては、人がどうしても入らないと、情熱だったりとか、愛とか、そういうパッションとか、そういったものが入らないので、見る人からすると、面白くないアニメができてしまいます。Mais ce qui a déjà été dit, par contre, c'est sûr pour tout ce qui est dramaturgie. Là, il faut intelligence humaine pour transmettre quelque chose de beaucoup plus sensible, beaucoup plus profond, beaucoup plus d'amour. Et ça, au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'IA peut travailler dessus. C'est vraiment quelque chose de très distinct. なので、僕たちは、AI をツールとしてしか使いません。例えば、僕たちがカメラを使うときとか、映像編集をツールを使うときのように、人とツールが共同創造するっていうところをテーマに僕たちは作ってます。Donc, leur concept, c'est vraiment utiliser IA comme outil. Donc, comme vous faites photo, vous prenez l'appareil photo. C'est la même chose. Donc, pour eux, c'est vraiment une partie d'outil, mais il y a beaucoup plus de savoir-faire d'humain derrière qui a besoin pour que ça rend intéressant. Donc, le storyteller reste humain. L'IA est utilisée tout au long du process, mais il faut savoir que Tokyo Epic travaille essentiellement sur le format vertical. Parce qu'en Asie, les dramas, les animés, le format court, en fait, est beaucoup plus utilisé. Et l'objectif, c'est non seulement d'innover avec l'IA pour l'animation, mais aussi d'innover sur les nouveaux formats, les nouveaux marchés. Donc nous, on travaille en complément des studios. On est vraiment... et c'est là où nous, on essaie de travailler et de créer notre différence. Vous avez tous plus ou moins dit qu'il y a été un outil avec des... Tu voulais parler de les animaux? Ouais, en fait, je trouve que... Vraiment. Je trouve que c'est ce qui a été déjà abordé, mais c'est vrai qu'il y a aussi probablement l'idée de nouveaux contenus. Je pense que c'est pas forcément la même chose qui est fabriquée avec de l'IA, enfin avec des outils IA ou par un studio traditionnel. Je pense que les approches vont être assez différentes. Si on regardait les images qui étaient montrées là juste avant, c'est aussi beaucoup de personnages qui étaient donc, dans un format vertical déjà, mais souvent avec un seul personnage à l'écran. Des scènes qui sont différentes, et je pense que c'est toute une histoire qui se raconte différemment parce que les outils sont différents. Tu parlais d'Unreal tout à l'heure aussi. L'approche de Unreal est très différente par rapport à l'approche traditionnelle de la fabrication dans un studio d'animation. Je pense qu'il y a vraiment des nouveaux outils qui amènent des nouvelles façons de raconter les histoires et donc des nouvelles façons aussi de les imaginer ou de les fabriquer. Et je pense qu'il y a tout un nouveau pan des possibles qui n'existait pas forcément avant. Et en même temps, tout n'est pas forcément faisable avec de l'IA non plus. On en parlait juste avant, c'était un peu l'idée de se dire aussi, par exemple, faire parler des animaux. Aujourd'hui, en IA, c'est quand même quelque chose qui est plus compliqué que faire parler des humains, parce que les modèles qui existent sont très différents.
Et faire parler des animaux, c'est quelque chose qu'on fait pour ainsi dire tous les jours dans un studio d'animation. Donc il y a des choses sur lesquelles ça s'applique bien, d'autres sur lesquelles ça s'applique moins bien. Et c'est donc des nouveaux outils pour reprendre. Et pour compléter, il y a une statistique qui était très intéressante au RAD-DIRAF l'année dernière. 97% du contenu mondial audiovisuel est créé par des non-professionnels et 3% par des professionnels. Donc là, en gros, on parle des professionnels, a priori, là où on est. Mais il y a aussi une problématique de format. Là, on va globalement travailler sur des formats des 52x11, des 13x26, etc. Mais il y a aussi énormément de contenus qui sont à destination des réseaux sociaux, qui vont indirectement se professionnaliser beaucoup plus rapidement parce qu'ils vont avoir une qualité qui n'était atteignable que par des studios aujourd'hui. Et c'est peut-être ici que ça va révolutionner dans un premier temps. C'est sur du contenu court, facilement accessible, qui nécessite moins de raccords, de problématiques de raccords entre les plans, puisque c'est une des grosses complexités en animation, entre autres, d'avoir les raccords, d'avoir la continuité, beaucoup plus que de l'hyperréalisme d'ailleurs. Donc ça, c'est déjà la problématique du format. Et puis après, juste, je voulais rebondir sur la problématique des outils. Il faut aussi voir l'avantage qu'il y a aujourd'hui qui n'est que du positif. Un exemple que j'ai découvert il y a 2-3 semaines, il y a un logiciel open source qui arrive, qui se veut être concurrent de Storyboard Pro, qui va accompagner les storyboarders à pouvoir faciliter et améliorer la productivité des storyboards en allant taper dans les banques d'assets qui existent déjà. Alors je parle principalement pour de la série, mais va pouvoir permettre de mutualiser et de maximiser les créations déjà existantes, là où on avait tous des complexités sur une série à aller chercher facilement grâce à des moteurs IA qui vont aller scanner l'ensemble des assets. C'est que du positif, parce que dans tous les cas, ça ne remplace pas des gens qui ne faisaient pas ça déjà avant. Donc on recrée et on perdait de la productivité. Ça va nous permettre déjà ce gain-là. Et il y a plein d'autres outils qui peuvent venir en complément de la fabrication de l'animation aujourd'hui. Je voudrais revenir sur cette question de l'outil. Est-ce que quand on travaille en animation d'une façon classique, il y a un certain workflow? Est-ce qu'on va travailler avec l'IA en mettant des petits bouts d'IA à certains endroits du workflow pour l'améliorer? Ou est-ce qu'on va réfléchir à changer le workflow en pensant en premier en IA? Est-ce que c'est une réflexion qui commence dans les studios? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ouais, je peux peut-être apporter un truc là-dessus. En fait, tout dépend de la destination du contenu qu'on va produire. C'est-à-dire, si on produit un contenu pour les réseaux sociaux, on va pouvoir éventuellement produire l'intégralité du contenu, donc la production finale, avec des outils IA. Tandis que si on a un contenu à destination du cinéma, par exemple, il y aura une exigence de qualité qui ne sera pas forcément au rendez-vous sur 100% des plans IA. Donc je pense que c'est surtout la destination du contenu. Nous, typiquement, on est en discussion avec pas mal de groupes pour des IP, social media, parce que là, il n'y a aucune friction. Et pareil, en prévise, il y a beaucoup moins de friction parce que en soi, la technologie est prête pour de la prévise et est prête aussi pour du social media. Mais donc, ce n'est qu'une question de temps, à mon avis, pour qu'elle soit prête également pour de la production finale. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Et après, je pense qu'il y a deux phases. Il y a les néo-studios, ceux qui arrivent, et les studios existants qui veulent intégrer l'IA. De ce que je perçois, les studios existants qui veulent intégrer l'IA, alors soit déjà ils ont une cellule d'innovation avérée, parce que s'ils ne l'ont pas, déjà ils vont avoir des difficultés à vouloir intégrer l'outil IA. Ça reste de l'innovation et c'est juste la continuité d'autres innovations qu'on avait avant. Elle est juste beaucoup plus rapide, plus impactante et elle fait un peu peur pour certains. Et puis il y a les néo-studios qui réfléchissent complètement le workflow, qui vont sauter énormément d'étapes qu'on pourrait imaginer dans un studio traditionnel. Ils vont faire la pré-prod de différentes façons, on va dire, IA, pas IA, etc. Mais par exemple, dès que la pré-prod est finie, ils peuvent générer l'intégralité de tout le process de fabrication du livrable en une seule fois. Et ils ne vont pas respecter des différentes étapes d'anime, de layout, etc. J'allais dire, c'est la perception de ceux qui fabriquent de l'animation depuis longtemps et qui ont une habitude. Et on en revient aussi à la problématique RH. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est la problématique du changement. Demander à un studio de radicalement se changer alors que ça fait 5, 10, 15 ans qu'on a l'habitude de travailler étape après étape, même si Aton a expliqué tout à l'heure qu'il y avait déjà eu beaucoup de révolutions, c'est quand même compliqué de se dire que d'un seul coup, tout va être livré en une seule fois parce que la pré-prod a été correctement faite. Et je pense qu'il y a ces deux problématiques-là, les anciens et les nouveaux studios qui arrivent et qui réfléchissent un peu différemment. Ah ouais, je suis complètement d'accord.
Pardon, mais c'est vrai que sur l'aspect respect des échéances, il y a aussi le rôle du diffuseur là-dedans, et même celui du producteur. Les étapes qui existent aujourd'hui dans le monde de l'animation sont aussi des étapes qui sont dictées par l'écosystème d'une certaine manière, par la nécessité. Et ça va changer. Ça va changer. Certainement, en tout cas probablement. Mais il y a quand même une réalité qui n'est pas qu'une réalité technique de comment un studio a besoin de fonctionner, mais il y a aussi un enjeu de l'écosystème. Quand le diffuseur il veut voir des étapes de pré-prod, quand il veut voir des choses avant même que l'animation existe, bah en fait ça nécessite des étapes de fabrication qui sont induites et provoquées du coup par la chaîne de décision aussi. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce que je pense que les diffuseurs se sont habitués à faire ça parce que chaque étape coûtait extrêmement d'argent. Et donc, plutôt que d'avancer à des étapes suivantes alors que le reste n'était pas validé, on validait à chaque étape. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. J'ai vécu 25 ans de diffuseur et de commentaires en produisant plus d'une cinquantaine de séries télé. Donc, je pense que les process sont exactement liés. C'est très industriel nos métiers. Et donc, chaque étape qui passe, très, très dangereux de revenir en arrière. Et on a très peu d'itérations par rapport au live action. La réalité, c'est qu'on raconte des histoires et qu'on fabrique des images. Et que, voilà, qu'aujourd'hui, je pense vraiment, moi... je pense quand même que les nouveaux studios, aujourd'hui, il faut vraiment que les anciens studios, quand même, c'est l'innovation et se réinventent assez rapidement. Je pense que les écoles doivent aussi intégrer ça. Je ne pense pas que du tout les artistes vont disparaître du tout. C'est vrai que c'est très spectaculaire pour l'anime. C'est spectaculaire ce qui va se passer là, artistiquement. Mais de ce qu'on ressent quand même aujourd'hui, je pense sincèrement que les étapes vont être... En fait, moi, ma question, c'est pas ce que je peux faire plus vite, moins cher. Ma question, c'est à budget constant, est-ce que je peux faire mieux? Et la grande question aujourd'hui, c'est, en fait, aujourd'hui, on sait tous, c'est vrai que je vais prendre ma casquette. Et le plus vite, c'est quand même, ça t'intéresse? Oui, non, mais je vais prendre ma casquette financière, parce que moi, je suis celui qui se tape les financements depuis 30 ans. Donc, du coup, je vais prendre juste. Maintenant que tu es au CNC, en plus, tu es voilà, obligé. comme président du CNC, mais il y en a un vrai problème aujourd'hui sur le financement de l'animation. L'animation est comme en tension. C'est un outil très lourd, très industriel, cher et lent. Et souvent, sur les enjeux financiers, typiquement, les process de 4-5 ans font peur à beaucoup d'investisseurs, en disant là, on mobilise l'argent sur des longues durées avec des enjeux industriels très complexes. Et on est un peu une niche. Et on est du coup un peu ghettoisé dans l'animation parce qu'on ne comprend pas comment on fabrique, comment on fait. Si on pouvait être un peu plus accessible, je pense qu'il y aura beaucoup plus de contenus d'animation qui vont être produits dans les années qui viennent, beaucoup plus, grâce à ces outils-là, qui vont simplifier les choses. Et je pense qu'on pourra être plus concurrentiel vis-à-vis de la fiction pour réagir à une saison 2 qui arrive après un succès et qui met 2 ans et demi pour arriver à l'antenne. Par rapport à la fiction, je ne pense pas que ce soit un process qu'on rêve d'avoir. C'est juste qu'on est contraint par les enjeux de fabrication. Donc moi, je pense qu'on va potentiellement, sur les aspects RH dont tu discutais, certainement se diminuer sur des studios, mais je pense qu'on va se démultiplier sur des néo-studios. Il y aura beaucoup plus de micro-studios qui vont s'installer et plus de continuations qui vont être commandées à partir du moment où pour X millions, je peux faire mieux et plus vite. Et l'idée n'est pas... il y a un fantasme du gratuit, pas cher et bon, tout ça. Il va falloir que... Bon, ça c'est toujours pareil. C'est comme si la musique était gratuite à faire, bon, évidemment, mais quoi qu'il advienne, on reste... oui, même l'écriture, je pense que c'est gratuit depuis pas mal de millénaires. Bon, c'est pas pour autant qu'il y a des grands livres qui sortent tous les semaines. Et donc un bon livre reste un bon livre. Pourtant, vous pouvez tous écrire des livres ici. Est-ce qu'on arrive à en faire des... Est-ce qu'on a beaucoup plus de chefs-d'œuvre de littérature qui sortent alors que l'écriture est gratuite? Donc le cinéma gratuit, qui soudainement va faire sortir des artistes cachés au fin fond où on ne sait pas, j'y crois moyen. Et je pense qu'on restera des grandes histoires, l'émotion, comme je dis, l'emotion picture. Voilà, ça reste les grandes histoires, les grands univers, le secret, la note bleue qui ne s'invente pas et qui est créée. Donc je pense que oui, je pense que ça va être... moi je pense que c'est assez excitant. C'est bien sûr, comme toute révolution, assez inquiétant pour l'industrie, pour les techniciens, pour les producteurs, pour les talents, de se dire comment on se réinvente. Mais je pense sincèrement que l'animation, on est les plus... Alors là, je parle ici. Je pense que nous sommes les gens ici, vous tous, les plus prêts à vivre cette révolution. Pourquoi ? Parce qu'on fait de la CGI et que du coup, nous, texte ou vidéo, c'est ce qu'on fait en mettant 4 ans. Si je peux faire du texte ou vidéo en 1 an et demi, grâce aux nouveaux outils, je serais ravi. Et ça n'empêchera pas de trouver un bon scénariste, des bons auteurs et des bonnes histoires. Voilà, on venait là-dessus. Bien sûr, il y a du contenu qui sera généré automatiquement. Il va y avoir beaucoup de choses. Rappelez-vous, YouTube qui avait paniqué tout le monde avec le contenu gratuit. L'économie du cinéma, de la télé, c'est pas effondré pour autant. Donc, j'essaie d'être optimiste, mais il faut être vigilant, bien sûr, sur la notion de droit d'auteur. La distribution économique est un enjeu majeur pour notre industrie et pour nos talents, parce que sans talent, on ne fait pas de film. Et les talents, c'est aussi les techniciens, mais les techniciens qui doivent se réinventer en prenant... Voilà, on parlait avec Pierre hier, parce qu'on était ensemble hier pour réfléchir à des outils de fabrication sur un film traditionnel 2D, avec un metteur en scène 2D.
Et on était en train de réfléchir où ça nous aide et où on peut accélérer le process et voir plus vite les choses. Et moi, pour revenir à ce que tu disais, franchement, quand je vois un design 2D et que je mets 3 mois pour voir le rendu 3D, franchement, si je pouvais... Oui, diffuseurs, ils veulent attendre de vérifier le design, parce qu'attendre 3 mois pour voir, et une fois que j'ai fait le ZBrush, que j'ai fait le texturing, tu dis pas, ah tiens, en fait, moi, je préfère que ce soit... Donc c'est clair qu'ils sont à toutes les étapes, mais c'est quand même agréable de pouvoir voir les choses un peu plus vite. Comment vous voyez ça, vous, de chez vous? Ce côté de passer soit directement à l'IA, soit de saupoudrer. Et comment ça se passe au Japon, Alors, il y a deux choses. des sociétés Il faut savoir qu'au Japon, tradition traditionnelle? En fait, il faut savoir qu'au Japon, ils ont la chance d'être vraiment aidés par le gouvernement japonais qui a mis beaucoup d'argent en fait pour justement aider les écoles et les studios à vraiment s'intéresser à l'IA et notamment au niveau de la recherche. Donc, il y a par exemple une société qui s'appelle Icor Labs, qui est une société avec qui je suis venue sur Annecy au moment où je travaillais aussi avec Tokyo Epic. Et Icor Labs, par exemple, ce sont des créateurs qui sont venus s'installer au Japon il y a maintenant moins de 2 ans. Ils ont mis en place un logiciel où le dessinateur dans la 2D se base sur ses dessins et l'IA va l'aider en fait à aller plus vite. Et c'est exceptionnel. Et ils travaillent avec tous les plus grands studios, la Toei, ils travaillent avec Netflix. Donc ils ont mis en place directement avec les studios et avec les écoles ces outils-là. Donc ça fait partie de nos partenaires en fait au Japon. Donc il y a vraiment cette envie d'intégrer l'IA à l'écosystème parce qu'encore une fois, l'animation au Japon, c'est 200 millions. C'est énorme, quoi. Et la France, c'est le premier marché. C'est pour ça que je suis là. Après, on ne saupoudre pas. Comme a expliqué Hayato-san, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'intégrer l'IA dans le process créatif et après, effectivement, dans la production. Mais nous, on travaille avec des outils open source. On n'est pas des techniciens, en fait, purs et durs. Par contre, l'objectif, c'est que les créables, parce que celui qui a créé Tokyo Epic, à la base, c'est un scénariste. C'est Ryoichi Wada, c'est lui qui a fait Kamero Tomeruna. C'est le film qui a été adapté par Pierre Hazanavicius, Poupée. Donc, c'est un scénariste et un créateur avant tout. Et l'objectif, c'est de donner ces outils, de mettre en place une méthode pour justement accompagner les créatifs de demain. Et à tous. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Bonjour, moi c'est Anthony. Il faut parler fort, voilà. J'habite dans une campagne de 300 habitants et j'avoue que depuis que l'intelligence artificielle est arrivée, ça m'a permis de produire du contenu que j'aurais jamais pu imaginer avant. Parce que trouver des personnes motivées à Paris, c'est assez facile, mais je vous avoue qu'en petite campagne rurale, c'est assez compliqué, même niveau budget gouvernementaux. Je suis pas là pour m'attarder là-dessus. J'avais une seule question, c'était que par rapport à l'évolution de l'intelligence artificielle, on est en train de nous dire qu'on va produire plus vite et tout ça, alors c'est génial. Mais est-ce que du coup, il y aura plus de crush? Il va falloir produire plus de films? Ou potentiellement, on va pouvoir passer plus de temps intellectuellement, j'ai envie de dire, ou à réfléchir sur l'écriture? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça? On va avoir plus de crush à l'avenir? Je peux peut-être répondre. Ouais, je vais peut-être répondre là-dessus. Je pense que, en fait, déjà, il va y avoir une nouvelle sorte de. Qui dit nouveau créateur, dit nouveau contenu, comme tu dis, et dit aussi potentiellement nouveau mode de distribution. Je sais pas exactement la forme que ça prendrait, mais à mon avis, je sais pas si vous êtes familier avec Valve Entertainment, qui a créé Steam. Steam, en fait, c'est le distributeur de jeux vidéo qui est mondialement utilisé et qui est à la fois utilisé par les gros majors Ubisoft et compagnie, et aussi par les tout petits producteurs, développeurs indépendants. Et il se trouve que ils sont mis sur le même tableau et ils arrivent à compete à égalité, voire même à dépasser les petits développeurs des grands studios. Et en fait, on se rend compte que cette économie-là, elle est fondée sur une chose, c'est on paye le contenu qui nous plaît, comme sur Steam. C'est-à-dire on arrête cette logique d'abonnement de je me réabonne à HBO et puis après Amazon, puis HBO, puis Adult Swim, puis tout ça, etc. Et je pense qu'on va sortir un peu de ces poupées russes-là pour revenir finalement à un système de distribution qui est beaucoup plus honnête, qui est, ok, voilà, cette IP, je peux la produire pour tant, qui est beaucoup moins qu'avant. Donc, je vais pouvoir la financer beaucoup plus facilement par des technologies X ou Y. Nous, on réfléchit beaucoup à intégrer de la blockchain dans tout ça, quoi. C'est en termes de financement participatif. Et après, en termes de distribution, bah voilà, vous l'avez produit, vous avez aidé à la produire.
et d'autres vont pouvoir la consommer, mais consommer uniquement ça. Voilà, moi je pense... Ouais, écoute, juste pour répondre à votre question, d'abord, c'est génial, hein, voilà, des micro-studios qui peuvent se créer, des néo-studios qui se créent, donc ça, c'est une magnifique réponse créative de pouvoir créer chez soi, à la campagne. Donc ça, c'est positif. Répondre à votre question, j'ai peut-être dit plus vite, il parle de plus vite au pied de la tortue, hein, quand même, hein, parce que l'animation, c'est quand même lent. Donc le plus vite, voilà. Mais juste pour être plus clair sur le plus vite, c'est pas produire plus, c'est que beaucoup de gens hésitent à aller dans l'animation à cause du processus très lourd et industriel de fabrication. Et quand même, très clairement, nous, on a quand je fais un long métrage d'animation, mon metteur en scène, si je lui donne 3-4 bits de rush, c'est déjà exceptionnel. C'est parce qu'on a beaucoup d'argent. Dans le live, les mecs, ils ont 300 heures de rush pour faire un film d'1h30. Donc on n'est quand même pas à égalité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'était faire mieux avec le même budget. C'est d'avoir la chance de pouvoir itérer, justement, d'être dans le narratif. Le nombre de fois de frustration que j'ai vécu sur des films où malheureusement on doit dire non, alors qu'on a des bonnes idées créatives et artistiques, le scénariste, le metteur en scène ont des belles idées. Donc moi je pense qu'au contraire ça va avoir des meilleurs films, des meilleures séries parce qu'on pourra itérer, on pourra changer. Et la force des studios américains, moi j'ai eu la chance de faire des films de toute taille, de 80 millions de dollars à 5-6 millions, alors les produire, clairement c'est pas l'argent qui fait la différence, c'est la capacité à itérer, à refaire. Et dans les studios, on dit toujours dans les studios de Pixar ou de chez Disney, comment ils font ? Ils font 3 fois les scènes. C'est tôt. Donc forcément, alors ils sont très bons. Mais quand vous avez le droit de la chance de refaire 3 fois votre scène et de la faire jouer 3 fois en anime et de la voir ce qu'elle donne, et après être tous ensemble dire qu'est-ce qu'on prend le meilleur des 3 scènes pour faire la scène finale, ça on fait une meilleure scène, c'est sûr. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi j'espère qu'on pourra donner plus de liberté aux artistes pour leur permettre de refaire et d'itérer leur processus créatif et narratif. Donc c'est pas faire plus vite, évidemment plus vite parce que ça va gagner un peu de temps, mais c'est faire mieux. Vas-y, Greg, de Dadon. Juste, je pense aussi qu'il y a un cycle de vente qui va pouvoir être accéléré potentiellement. Ça, c'est en cours de discussion avec pas mal de petits et gros studios. Et tout genre confondu, c'est juste qu'avec l'IA, on peut peut-être plus facilement faire un trailer sans avoir le mécanisme de financement, sans avoir la capacité de savoir comment on produit un trailer et qu'on n'ira plus voir avec quelques bibles graphiques, mais directement avec un trailer abouti où les diffuseurs ou décideurs pourront prendre une décision beaucoup plus rapide qu'avant. Aujourd'hui, un pilote, on le fait rarement en dessous de 3 mois, et quand on le fait en dessous de 3 mois, c'est hyper vite, et voilà. Et souvent, ça prend 1 an parce qu'on n'arrive pas à le financer. Est-ce que, tu parlais d'itération, Aton, est-ce qu'on ne peut pas, pour moi, et j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec moi, pour moi, un des différences qu'amène l'IA dans nos métiers d'animation, c'est que tout le processus, qu'il soit technique et créatif, devient itératif, alors qu'avant, il est archi-séquentiel. Pour moi, quand j'ai découvert l'anime il y a quelques années, je venais du live action, comme tu dis, j'aime bien ce mot live action, ça fait tout de suite. Et j'ai été ébahi par le côté séquentiel et par le prix que ça coûtait finalement, parce que c'est parce que c'est très séquentiel que ça coûte cher à refaire et que finalement on ne refait pas 3 fois les mêmes scènes. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec l'IA, on est vraiment dans des processus techniques et des processus créatifs qui sont itératifs, et donc c'est forcément un peu moins cher, c'est forcément plus facile à itérer, à refaire, mais surtout on peut aller plus loin créativement. Oui. Non mais oui, je te réponds oui. C'est un peu ce que je disais il y a 2 secondes, mais oui, c'est clair que l'industrie, quand les gens rentrent, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont producteurs de fiction, de live action, clairement ils disent mais putain c'est fou. Alors c'est vrai que l'avantage quand même, je dirais, parce qu'on va quand même défendre notre secteur tel qu'il est encore aujourd'hui, ça nous force à vachement réfléchir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton de la prochaine étape, on n'y va pas à l'arrache, quoi. On y va, on est réfléchissant parce qu'on sait que quand je finis mon board, quand le talent finit son board et qu'on valide l'animatique, on sait qu'à l'époque de l'animatique, on peut en faire au moins 4-5 parce qu'une fois qu'on va rentrer dans le processus. Donc c'est pour ça que l'animation, quand même, j'ai toujours trouvé que le monde d'animation est largement supérieur en termes de qualité intellectuelle, de talent. Il y a très peu d'imposteurs dans ces métiers-là parce que ces métiers tellement de labeur, de travail et en fin de compte, on voit bien, on ne peut pas vraiment tricher à différents d'autres domaines où les choses se font un peu à l'arrache et des fois un peu par le hasard des choses. Donc, et on travaille là-dessus. Maintenant, oui, c'est très très profondément frustrant quand vous êtes producteur, que vous avez un metteur en scène, dire t'es sûr là, ton animatique elle est validée ? Ok, on appuie sur le bouton et maintenant bienvenue dans l'enfer de la validation pour les 24 prochains mois, dans lequel tu pourras plus rien changer. Donc si ça on peut l'améliorer, c'est mieux évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps changer tout, parce qu'il faut un point de vue, et après c'est le talent. Mais en tout cas, itérer un petit peu, c'est vrai, et je donne un exemple juste pour vous amuser, puisque vous allez avoir une belle anecdote pour raconter à tout le monde. Donc je vais vous raconter un film.
C'est l'histoire de 2 personnages. On est à 6 mois de la livraison du film et on est à Disney. Et il y a une réunion qui se fait à 6 mois de la livraison du film où ils sont 3/4 du film est fini. Ils se mettent dans la salle, ils sont ce qu'ils appellent aux États-Unis la war room, c'est-à-dire la chambre dans laquelle on peut tous dire. Et après, quand on sort, on est amis. On peut vraiment se dire c'est de la merde, ou ça machin, etc. Ils rentrent dans cette room de war room, ils discutent et John Lasseter est là, il y a toutes les équipes, etc. Et il y a un talent, ils sont une dizaine. Et il y a un vieux animateur qui a été animateur sur le Roi Lion et qui dit en 2D et qui dit ah là, il y a un vrai, je suis désolé John, mais il y a un énorme problème d'émotion dans ton film. Ouais, il dit ouais, je suis d'accord, etc. Et il jante une idée. Il dit tu sais quoi, si elles étaient toutes les deux sœurs, je pense que ça ferait un chef-d'œuvre. Et c'est Reine des Neiges. Donc 6 mois avant la sortie du film, elles ne sont pas sœurs, Elsa et Anna ne sont pas sœurs dans le film. Et donc vous avez ce truc unique dans l'histoire de Disney. Ils se posent tous là. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont ajouté 24 millions de dollars pour finir le film, donc c'est sûr. Mais à ce moment-là, pourquoi je dis ça, ce qui est assez beau, c'est qu'à ce moment-là, ils se disent bon, comment je vais pouvoir faire de sœurs. Je trouve l'idée géniale. Parce que cette scène, parce que vous allez dans Libéré, Délivré, ils ne parlent jamais mot de sœur. Ils n'ont rien changé. Sur les chansons, ils n'ont rien changé. Ils ne pouvaient pas. Mais ils se disent comment cette fille peut se sacrifier pour sa sœur plus que pour la Reine des Neiges qui a le cœur brisé. Et à ce moment-là, ils disent on va faire un prologue. Et je ne sais pas, vous avez vu dans tout le Disney, vous n'avez jamais vu dans tous les films de Disney une histoire, on les voit petites. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de prologue dans l'histoire. C'est pas comme ça qu'ils construisent. Et ils décident d'inventer ce prologue de début pour expliquer pourquoi elle est partie s'enfermer, ce qui est complètement. Si vous regardez narrativement, ça ne veut rien dire, sauf que l'émotion le prend. Et donc là, eux, ils rajoutent 24 millions de dollars. 6 mois avant la sortie, ils se permettent de changer l'histoire et ils font un nettement meilleur film sur une relation sœur qui est beaucoup plus fort et plus puissant. Donc on disait ça, bon bah là, il y a les Américains qui peuvent le faire, peut-être nous. Et franchement, c'est pas, on pourrait pas avoir l'idée. Mais si jamais mon talent me dit ça à 6 mois de la livraison, je lui dis tu rentres chez toi et tu oublies ton idée, quoi. Il y a un point qui est hyper important, c'est qu'en animation, on est très fort sur la pré-prod. C'est ça on n'a pas le choix, comme disait Aton à l'instant, c'est qu'on n'a pas le choix d'avoir une bonne préparation. C'est un cran d'avance qu'on aura avec beaucoup d'autres productions, d'autres formats, parce qu'on a l'habitude de cette pré-prod là où les autres formats n'ont pas l'habitude de pousser aussi loin à la pré-prod. Sur du documentaire, sur de la reconstitution, etc., que j'accompagne en parallèle, ils sont largués. La plupart du temps, ils sont largués parce qu'on leur demande d'aller trop loin sur le niveau de préparation, qu'ils n'ont pas l'habitude et qu'on a complètement l'habitude en animation. Donc ça, c'est un gros point fort. Le deuxième point fort, c'est que il faut que les artistes d'aujourd'hui, les techniciens, apprennent cet outil de l'IA en plus. C'est pas je vais faire de l'IA ou je vais pas faire de l'IA. C'est comme si il y a 20 ans, on disait je fais de l'informatique ou je fais pas de l'informatique. L'IA, c'est un outil en plus. Depuis tout à l'heure, on utilise le mot d'outil. Il y a plein d'IA différentes, on l'a dit, de process, de génération et autres. Et il faut juste qu'on l'apprenne et de temps en temps, on l'appliquera. Et de temps en temps, on ne l'appliquera pas parce qu'on n'a peut-être pas besoin de cet outil-là. Mais il faut au moins l'appréhender parce que sinon, on aura un choc quand on nous demandera d'aller plus vite. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous gérez la propriété. Par exemple, quand on est dans un studio ou un indépendant qui fait de l'animation, par exemple, pour faire du look dev. Donc l'IA, c'est super intéressant, mais rien ne nous appartient. On balance nos images sur un serveur et des trucs qui reviennent qui sont vachement intéressants, et vous perdez toute propriété. Et vous ne craignez pas une uniformisation des résultats en général et de la perte de vos propriétés, de vos personnages. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui peut se poser là pour le coup. Il y a plusieurs réponses qu'on pourrait y apporter. La première, c'est si vous avez une IP qui est forte et qui est par exemple une suite de quelque chose où vous avez énormément de dessins parce que c'est une BD par exemple et vous voulez l'adapter, etc. Là, en soi, il n'y a pas forcément de question là-dessus dans le sens où vous pouvez entraîner, par exemple en local, quelque chose qui ne va pas justement sur des serveurs extérieurs. Donc, avec des outils open source, vous pouvez très bien le faire en local et que ça reste chez vous. En revanche, si vous n'avez pas forcément assez de données donc pour constituer un dataset qui est cohérent et performant surtout, bah, ça peut poser question. Après, voilà, c'est son degré de résistance à cette question-là qui va déterminer est-ce que je le fais ou pas, quoi. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Juste pour ajouter votre sujet, je l'ai bien vu, il y a deux choses. Sur la plage, j'ai purement juridique. On ne sait pas sur quoi les modèles sont entraînés aujourd'hui. Donc si on va vraiment dans le détail du droit d'auteur, aujourd'hui les modèles sont entraînés sur des choses dont ils n'ont pas forcément la propriété. Ça c'est un sujet, mais bon, mon cerveau il absorbe tous les films, toutes les séries, tous les livres que j'ai lus.
Et c'est ce que j'en suis propriétaire. Non, je les ai lus. Donc après, mon inspiration, on appelle ça l'inspiration. Donc moi, je suis pas... Vraiment, il ne faut pas devenir paranoïaque totalement. Maintenant, l'inverse, ce que vous dites aujourd'hui, c'est exactement la notion de création ou pas. Si j'ai un univers, il n'y a aucun problème. J'invite bien sûr tous les talents à travailler en local. Parce que si j'ai pas d'idée et dit nous faire un truc à la Miyazaki, bon, c'est pas à moi, comme on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense qu'il faut entraîner les modèles sur vos univers. Donc vos dessins, il faut en faire beaucoup. Donc je pense que le travail en amont, créatif, il est génial parce que derrière, il permet de se déployer avec l'IA. Donc je pense vraiment qu'on en parlait là dernièrement, mais imaginez, évidemment, quand vous faites une suite, j'ai produit une série qui s'appelle Miraculous Ladybug, j'ai 6 saisons, 7 saisons, j'ai fait un film, et vraiment, si je le mets dans mon moteur à moi, de mon algorithme, de mes assets à moi, je peux m'amuser pas mal pour faire des saisons 8, 9 et 10. Mais il y a un travail phénoménal, créatif et artistique derrière, qui a été fait, etc. Donc c'est vrai que pour moi, je pense pour les suites, pour tous les gens qui vont faire des saisons 2, qui vont faire des saisons 3, avoir son modèle et son IA qui est entraîné sur son modèle d'univers artistique sur lequel toute la pré-production a été faite et toutes les assets sont à vous, je pense que ça va être assez génial. Donc c'est vrai que je pense que quoi qu'il advienne, la pré-production, il faut la faire, il faut avoir des idées, il faut créer, il faut dessiner, et après il faut entraîner vos modèles. Si vous allez entraîner sur votre truc, typiquement, je m'amusais il y a des s'amuser avec un artiste qui a un univers très très fort. Bon, c'est vrai que le modèle sheet habituel où on lui demande j'ai un talent, un très grand réalisateur qui déteste faire des turnovers, on lui dit ça, il estime qu'on casse la création. Pourtant, on en a un peu besoin, c'est un peu une galère. Et lui, il ne veut pas toucher. Mais soudainement, quand il me fait tous ses dessins et que l'IA, sur son dessin, nous décline ses expressions de manière un peu cohérente, il le voit arriver tout de suite, et lui, tout de suite, il peut valider, il peut itérer. Et donc, du coup, il y a plein de choses comme ça. Mais ça reste son univers, quoi. On décline son univers. Donc, il faut vraiment travailler en local. Là, ce que vous dites, c'est je partage mes idées, j'utilise un peu les idées de tout le monde, je les balance. Bon, ça, c'est quand on n'a pas un projet. Mais quand on a un projet, on se pose moins la question. Ça dépend vraiment des IA. Moi, j'ai discuté il y a 2-3 jours avec un réalisateur français, mais qui bosse aux États-Unis, et pour une boîte américaine. Donc, il y a certains outils, il a le droit, certains outils, il n'a pas le droit. Évidemment, les outils chinois, il n'a pas du tout le droit en IA. On parlait de SaaS, donc pas d'open source, pas de local. Et il a le droit à VO3 de Google. Pourquoi, il ne sait pas trop, mais c'est des accords financiers sûrement. Or, quand vous travaillez avec une IA chinoise, je suis très Kling, mais il y en a d'autres. Par exemple, vous pouvez très bien aller précisément faire ce que vous faites, alors quand vous travaillez avec VO3, au bout d'un moment, ça ressemble à Dragon Ball. Donc, ça dépend beaucoup des outils aussi, la liberté que vous pouvez avoir. Et c'est vrai que le local est la solution. Oui, c'est aussi, et même en local, quel outil on utilise, c'est aussi ça qui fait qu'on peut vraiment conserver, on va dire, son propre travail. C'est pas qu'une question d'entraînement, ça l'est, c'est une question de l'aura aussi. On peut en même temps entraîner et faire des lauras, mais c'est aussi une question de quel outil on utilise. Il y a des outils qui sont, on va dire, qui vont plus vous suivre, et des outils qui vont plus vous imposer quelque chose. Bonjour, j'avais une petite question. On a vu plusieurs extraits, dont le premier film en noir et blanc et puis les extraits de Tokyo Epic. Et je fais pas mal de veille sur l'IA générative. Et on a vraiment l'impression que ça peut fonctionner et que ça peut, alors je ne vais pas dire remplacer, mais aider dans des secteurs plutôt, j'ai envie de dire, dans la 3D, parce qu'on a vraiment l'impression toujours que les modèles sont entraînés avec finalement du live action. Et est-ce qu'il y a des choses probantes qui se font en cartoon, slapstick? Parce que franchement, j'ai encore rien vu. C'est plus compliqué. Je veux dire, nous, en gros, pour vous dire un petit peu l'histoire de notre studio, on a commencé justement par du 2D flat, c'est-à-dire avec des personnages qui étaient un peu différents du classique, c'est-à-dire qu'il avait la peau violette, qu'il y avait question entraînement du modèle initial, c'était horrible parce que c'était très difficile à appliquer. Voilà, et en termes d'animation, c'était encore pire parce que côté lip sync, c'est plus compliqué, par exemple. Côté, ouais, moi je suis à la française, ouais. mais lip sync. Mais et donc il y a des côtés qui sont plus compliqués justement avec la 2D, sans doute liés aux données de pré-entraînement. Okay. Mais en tout cas, je pense que de plus en plus il va y avoir à mesure qu'il y a des modèles qui sortent, il y aura forcément des modèles qui vont être plus performants que d'autres. Typiquement, Jean-Yves prenait l'exemple de Kling. Moi, je trouve que pour l'animation, Kling, j'aime pas des masses personnellement. J'aime beaucoup plus des modèles comme Seedream qui sont beaucoup plus performants sur la 3D par exemple.
Tu vois. Donc en fait, je pense qu'en fonction de l'usage, il va y avoir X ou Y modèle. Et on n'est pas à l'abri que dans 2 semaines, il y a un modèle qui sorte qui soit spécialisé vraiment dans le 2D. Et voilà. Et pour moi, honnêtement, c'est vraiment une question de temps pour que chaque thématique soit adressée. Voilà quoi. Là, je pense. Il y a quelques mois, quelques années de ça, il y avait Showrunner qui était sorti, où il y a eu un investissement d'Amazon récemment dedans, et je crois qu'ils ont changé de nom, je me souviens plus du nouveau nom. Mais Showrunner, pour le coup, c'était vraiment style South Park, quoi. On était dans de la full 2D. Et après, c'était ce style-là, et c'était un style assumé, mais du coup, n'importe qui pouvait créer son propre South Park-like. Tout est une histoire de modèle, tout est une histoire d'outils, et je pense que pour compléter, chaque IA gène, chaque modèle, après en fait on va tous avoir des noms différents pour parler finalement d'outils différents, parce qu'ils vont tous avoir leurs forces et leurs faiblesses, et il est pas rare aujourd'hui, et je pense que ça va être ton cas, de dire en fait pour cette partie-là je vais plutôt utiliser cet outil-là, pour cette partie-là en fait je vais prendre là, mais après en fait je vais récupérer les deux, je vais les mettre dans un nouvel outil, ça va me faire un autre truc, et après je vais aller faire juste un montage dans After, parce que ça va... Ça s'appelle un pipe. Hein. Oui, et ça s'appelle un pipe. Et... Mais c'est une succession d'outils. Aujourd'hui, dans l'animation, pour le coup, on a essayé de rationaliser le pipe à l'extrême pour pouvoir l'industrialiser. Mais en fait, on retourne, je pense, dans une méthode un peu artisanale autour de ça, où tu fais ta potion magique toi-même. Pas du pipe. Des fois, pour le début du plan, tu vas utiliser une IA, et pour la fin du plan, tu vas utiliser une autre. C'est plus qu'un pipe. Oui, alors c'est plutôt plein d'IA tout du long. Et il va falloir être très, très flexible parce que les IA avancent très rapidement. Donc... ça va être aussi une problématique à prendre en compte, c'est si on commence avec une certaine IA et qu'on fait un pipe avec une certaine IA, on peut se retrouver 2 semaines plus tard avec une IA révolutionnaire en termes de qualité sur tel ou tel format, et on aura des difficultés à changer en cours de route. Sur un temps de production même réduit d'1 an et demi, vu la vitesse de l'IA, c'est incroyable. Oui, mais à un moment, vous savez quoi, on a une bonne histoire, un bon film à raconter, on reste constant, et puis bon, tant mieux si les outils vous accélèrent, mais arriver... Un bon film, c'est un bon film. Donc, parce que je vois en ce moment tout le monde dit j'attends, je vais peut-être pas entrer en production parce qu'il y a un nouvel modèle qui va aller plus vite. Et à un moment, plus personne n'avance. Donc, à un moment, le message, il est assez simple aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je prends mon budget. Je sais qu'avec ce budget, dans l'état de la technologie aujourd'hui, je suis capable de livrer le film que je vends. Je suis producteur, j'arrive. Bonjour, on va vous faire ce film-là, ça s'appelle Pauvre. J'ai X millions d'euros pour le faire, ou la série, je vais vous la livrer. Et peut-être, je vais vous livrer une meilleure série que prévu, mais en tout cas, je vous livrerai celle qui est prévue à ce montant-là, quoi. C'est ça qu'il faut aujourd'hui aborder, parce que sinon, on s'en sort jamais et on n'y va jamais. Tant mieux si ça accélère, mais à l'arrivée, pour le spectateur, ou le téléspectateur, ou le consommateur, lui, savoir si c'est fait avec IA 6.8, 32.4, 4.6.8, en plus vite ou en pool, il s'en fout complètement. Il veut voir si la série plaît, s'il aime à la télé, s'il va payer son ticket pour aller voir le film. Donc à l'arrivée, on a, nous, des grands enjeux industriels. Mais maintenant, il faut qu'on stabilise les choses mentalement pour faire ce qu'on peut avec l'économie qu'on a. Et si ça permet d'améliorer les films, tant mieux, et les séries, dans leur rendu, dans leur narration, dans leur itération, mais qu'il faut arriver à piger. Donc moi, en ce moment, là, je lance un film d'animation, et puis tout le monde nous dit « oui, mais j'ai écouté. Moi, je vous fais un film X, je vous livre le film, et puis s'il est mieux à l'arrivée, tant mieux. » Mais c'est vrai qu'il y a la question... Est-ce qu'on peut conclure en un mot, parce que on est arrivé à la fin. Vous voyez ça évoluer comment? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que dans les 6-12 mois qui viennent? C'est bon. On verra de plus en plus, en fait, on verra de plus en plus de tech qui vont créer avec les créas et qui vont créer les outils de demain, en fait. C'est ça, par exemple, au Japon, c'est ce qui se développe le plus, beaucoup plus qu'en France, parce qu'il n'y a pas toute cette opprobre par rapport à l'IA. Et le fait qu'on forme maintenant les jeunes dans les écoles d'animation avec ces outils, que ces outils aussi sont partagés avec les studios, on va arriver vraiment avec des nouveaux créatifs qui connaîtront très bien leur métier, mais qui seront augmentés grâce à ces outils. C'est tout simplement ça qui va se passer, personnellement. たくさん皆さんの話聞いてて割って入りたいなと思ったんですけど、ちょっと通訳の時間差でちょっと入れなかったのがすごく残念です。Il aurait aimé intervenir pendant que vous parliez, mais comme il y avait un petit décalage avec moi qui traduis en même temps, du coup il n'a pas pu intervenir autant immédiat, mais 次回はフランス語をしっかり勉強します。il essaie d'apprendre français pour la prochaine. 一個だけ、そうですね、従来のスタジオと、AI で使うスタジオでは共存共栄ができると思ってます。Et il pense qu'il
il y a vraiment différentes façons de cohabiter entre studio traditionnel et studio qui marche avec IA. 皆さんがおっしゃる通り AI ツールを使うとすごい少ない時間で、少ない人数で作ることができます。例えば先ほど見せたものは2分の、アニメーションが、2人だけで1週間で作れました。 Donc, ce qu'on vous a montré, donc, ça dure que 2 minutes, mais ça a été fabriqué par 2 personnes en 1 semaine. はい。で、縦型のアニメーションを使った理由っていうのは SNS で PDCA を回すためです。なのでファンを作って、ファンからのコメントをいただいて、いろいろと PDCA を回すことによってより良いアニメーションを作ることができます。 Donc, c'était destiné vraiment aux social media, donc aux réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est format vertical. Donc, des gens regardent, il y a des commentaires qui retournent et c'est par rapport aux commentaires qu'il peut changer des histoires après. そして、ファンがついてるってことは、クラウドファンディングじゃないですけれども、お金も集まるということです。なので、そこで、従来のアニメーションとスタジオと協力をして作っていくっていうことができるんじゃないかなって僕は思ってます。 Et ce genre de format, en fait, ils n'ont pas forcément le même public. C'est des publics qui sont très sensibles aux réseaux sociaux, qui aiment participer et qui vont devenir fidèles à ce genre d'outils. Donc, ce n'est pas forcément le même public. 話せてよかったです。ありがとうございます。Il est content de pouvoir dire quelque chose. Je vais dire comme tout le monde, dans tous les cas, l'IA va s'imprégner partout, plus ou moins fortement, comme tout le monde l'utilise déjà aujourd'hui. Ça va être juste une réflexion de la société. Je voudrais juste faire une parenthèse parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça. C'est l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité dans l'IA, on ne va pas pouvoir rentrer là, mais il faudra bien y penser quand on va avancer, parce qu'on n'a pas une vision certaine de ce qui se passe, de quel impact ça va avoir, et il faudra y penser pendant qu'on produit aussi. Moi, du coup, je pense que sur la conclusion, ce sera probablement la question de l'audience. Je pense qu'il y a aussi qu'est-ce que les gens voudront voir, qu'est-ce que nous voudrons voir, et fondamentalement, ce sera aussi ça. Je trouve que l'interactivité avec l'audience, ce sera quelque chose qui va aussi conduire différemment le contenu. Et jusqu'à présent, c'est des producteurs, des diffuseurs qui décident du contenu. Et la rapidité du cycle permettra peut-être à l'audience d'interagir aussi beaucoup plus avec ce qui se passe. Et à la fin, mine de rien, l'audience est aussi le juge de paix. Si demain, on veut voir du contenu ultra généré par ordinateur en un clic et que en fait c'est ça que l'audience globalement a envie de voir, bah, c'est vers là que forcément les choses iront. Je pense que pour autant, en tout cas c'est ce qu'on a l'air de dire tous, on est attaché à un esprit de création, on est attaché à une volonté de créer humainement les choses. Je pense que si demain on allait voir du théâtre fait par des robots, bah, on n'irait pas forcément. Et pourtant c'est probablement possible. Aujourd'hui des livres créés par IA c'est probablement possible. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de lire? Probablement pas. On reste des humains qui regardent des images et je pense qu'on y reste attaché, ce qui est pour moi une note positive parce qu'on cherchera toujours des solutions parce que humainement on restera attaché à ça. Et après comment on le fera, avec quels outils on le fera, ça évoluera forcément, ça suivra forcément le cours des choses. Ce qui est sûr, c'est une machine qui est pour moi inarrêtable. Et il faut prendre la vague. Ouais, je partage pas mal le constat de fin. Moi, je pense qu'il va y avoir... on va décliner ça en court terme, moyen terme, long terme. Court terme, à mon avis, comme votre question le faisait remarquer, les modèles ne sont pas forcément prêts pour tous les types de contenus, tous les types de production non plus. Donc, vis-à-vis de comment on distribue, est-ce que c'est au cinéma, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il va y avoir au court terme une course. On va continuer cette course justement de l'amélioration tech et aussi de l'amélioration des processus tech. C'est-à-dire, nous typiquement, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est construire un agrégateur de modèles pour vraiment l'animation. Voilà, donc il va y avoir toute cette course un peu tech. À moyen terme, je pense que vraiment, il va y avoir une réformation des équipes. Et monsieur l'a très bien fait remarquer, si 2 personnes peuvent le faire en 20 minutes, il n'y a pas de raison que, en tant que producteur, on maintienne 20 personnes qui font en 20 minutes non plus. Donc, il va y avoir une reformation des équipes. C'est évident qu'il y aura de la casse. Ça, pour moi, c'est évident qu'il y aura de la casse.
En revanche, à long terme, du coup, il va y avoir 2 types, à mon avis, de production. Il va y avoir un type de production artisanale, c'est-à-dire garantie sans IA, peut-être avec des labels, tout ce que vous voulez, et un type de production qui sera devenu le type de production classique, qui intégrera l'IA dans des workflows de production et qui sera plus ou moins poussé en termes d'IA. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, on fait juste le texturing avec l'IA, ou alors on fait toute l'animation avec l'IA. Donc voilà, et juste pour terminer, sur le quel type de contenu veulent voir les gens, ça, pour le coup, j'ai pas la réponse parce que il y a tellement de contenus moyens qui sont aujourd'hui produits et qui captent quand même l'attention que j'ai pas forcément un espoir monumental en termes d'évolution. Je doute que ça reparte dans l'autre sens en termes de guerre de l'attention. Je doute qu'on reparte dans l'autre sens et qu'on se remette à lire des livres plutôt qu'à scroller sur TikTok, quoi. Voilà. C'est fini, je vais te faire très court. Bon, ça, on ne sait pas, très simplement. Je vais juste dire les choses d'un peu de voix pour les jeunes générations et pour vous qui êtes au contact avec tout le monde. Il faut vraiment s'y mettre. C'est sûr que les écoles doivent s'y mettre. On a une sorte de réticence en France. On le voit au Japon, ils y vont. Je reviens de Chine, j'ai fait un petit peu un tour du monde là-dessus dernièrement pour le compte pour le ministère de la Culture. Et franchement, tout le monde s'y met. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette parce qu'on va rater un virage. Donc ça, première chose que je dirais, c'est qu'on y va. On est en France, c'est un esprit fondeur et créatif. Donc utilisons-le à notre sauce et soyons surprenants le monde avec nos contenus et notre manière d'aborder ça. On sera toujours les champions du système D, faire des films moins chers, malins, mais utilisons ça pour faire des contenus qui surprennent, qui amusent. Moi, je suis optimiste, la lecture, il y a toujours des livres qui se lisent, oui, bien sûr, les réseaux sociaux sont dingues. Moi, je reste convaincu que les grands livres sont toujours les mêmes qu'historiques, les grands films sont toujours les mêmes grands films, et les films qui ont marqué 2024 et qui marqueront 2025 restent quand même des grands films. Il y a des comédies, etc. Donc, continuez à en faire des histoires. Je pense qu'il y a l'histoire. Moi, ce que je pense beaucoup, et ce que je dirais là, ce que j'ai très intéressant, ce que vous avez dit, c'est que je pense que pour les spectateurs de demain, sur les plateformes, une fois que votre univers s'est installé, oui, je pense qu'il va y avoir de l'interactivité avec vos univers et le spectateur qui pourra jouer, qui pourra demander des changements, qui pourra changer des fins, jouer avec ses personnages. Et là, il va se passer quelque chose d'assez amusant qui va créer, une fois que votre univers est créé, qui va créer l'interaction grâce à l'IA, parce qu'on sera capable de répondre beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement, voire même à terme de faire ses propres univers. On disait, voilà, je peux faire à la South Park. Bon, ça sera South Park quand même. Ils ont fait South Park, il n'y en a pas eu 10 depuis, hein, des séries d'animation pour adultes. Et pourtant, il y en a des trucs qui sont faits. Donc, les univers marquants seront là, mais ça va être assez amusant. Je pense que le monde du jeu vidéo, ça va être délirant. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais alors, l'IA dans le monde du jeu vidéo, ça va être très spectaculaire. Et on doit s'arrêter parce qu'on a une croix. Et merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci à vous, messieurs, dames, et merci à vous.